Bonjour, j'ai malicieusement intitulé ce cours « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la kétamine sans jamais oser le demander ». Vous avez compris le clin d'œil à un célèbre film de Woody Allen. Nous verrons pourquoi, pour la kétamine, ce titre est particulièrement adapté. C'est une molécule qui avait complètement disparu des écrans radars de l'anesthésie pendant plusieurs dizaines d'années et qui est réapparue depuis 15, même peut-être 20 ans, encore plus depuis la dernière décade, et qui pose un certain nombre de problèmes encore aux gens, probablement par méconnaissance. Nous aborderons plusieurs thématiques. Pourquoi l'utiliser? Un des articles qui avait été écrit sur la kétamine, c'est « Faut-il de la kétamine pour tout le monde ?» Quand est-ce qu'on doit l'injecter? Est-ce qu'il faut l'injecter avant l'induction, avant l'incision, après? Nous verrons ce qu'il en est. Combien, c'est-à-dire quelle dose? Eh bien, c'est également un point de divergence, d'informations contradictoires, de désaccord des médecins anesthésistes entre eux. Faut-il l'injecter en bolus unique, en perfusion, en PCA, en perfusion post-opératoire? Nous verrons ce qu'il en est. Pendant combien de temps doit-on l'administrer? Est-ce que c'est un bolus unique au début de l'anesthésie? Est-ce que c'est en perfusion continue? Est-ce que c'est en perfusion post-opératoire? Encore de nombreuses questions qui peuvent se poser et auxquelles nous essayerons de répondre. Enfin, la kétamine comporte-t-elle des dangers de toxicité aiguë sur certains organes, des dangers de toxicité chronique? Nous verrons ce qu'il en est. Enfin, je dirai quelques mots de l'avenir potentiel de cette molécule, de nouveaux développements. Alors d'abord, lorsqu'on parle de la kétamine, un certain nombre d'idées sont vraiment des idées reçues, qui sont des légendes, qui collent à la molécule depuis son apparition dans les années 60, fin des années 60, début des années 70. Raison pour laquelle je vous ai mis cette affiche du film avec Will Smith, que vous connaissez peut-être, un film de science-fiction, Je suis une légende. On verra qu'il y a un certain nombre de fake news qui collent à la kétamine et sur lesquels j'aimerais revenir afin de lever un certain nombre d'idées fausses. Alors, les idées qui collent à la molécule depuis des années, c'est la kétamine, ça donne une analgésie de surface. Est-ce que ça existe, l'analgésie de surface? La kétamine, ça donne des agitations. La kétamine, ça fait convulser, ça fait augmenter la pression intracrânienne, donc c'est contre-indiqué en neuroréanimation. Ça donne de l'hypertension, de la tachycardie, donc c'est dangereux chez le cardiaque, c'est cardiodepresseur. Ça pousse au suicide, ça augmente le stress, donc on ne pourrait pas en faire dans les contextes d'urgence. Autant d'idées qui ont été battues en brèche depuis quelques années et sur lesquelles nous reviendrons au fur et à mesure de ce cours. Alors la kétamine a été synthétisée en 1962. Ça fait quand même un certain temps, plus de 50 ans. C'est donc une molécule pour laquelle on a un grand recul en ce qui concerne ses effets secondaires et potentiellement sa toxicité. Elle a été synthétisée par un chimiste, Calvin Stevens, qui nous a quittés relativement récemment, qui travaillait à l'université de Wayne dans le Michigan et qui a synthétisé donc la kétamine, le composé 581, en 1962. C'était un dérivé de la phencyclidine ou PCP qui avait été synthétisé peu de temps auparavant, en 1956. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a appelé kétamine? Vous voyez ici sa formule. En fait, on a un noyau cétone, en anglais kétone, à gauche, ici avec le
la fonction oxygène, cétone. Et puis sur le carbone 2, on a un atome d'azote, donc une fonction amine. Et c'est l'assemblage de ces deux, de la fonction cétone et de la fonction amine, qui a donné le nom de la molécule. Alors c'est une aryl cycloalkylamine, elle est dérivée, je viens de le dire, de la phencyclidine. Elle agit sur de très nombreux récepteurs, mais son effet le plus spécifique, en tout cas en ce qui concerne l'anesthésie et l'analgésie, c'est le blocage des récepteurs N-méthyl-D-aspartate. On a vu qu'il y a un carbone numéro 2 qui est un carbone asymétrique, raison pour laquelle on décrit deux isomères qui dévient la lumière dans des directions opposées. On appelle ça des énantiomères. On a un isomère S+, et un isomère R-. C'est l'isomère S+, qui comporte la véritable activité anesthésique et analgésique. En ce qui concerne la pharmacocinétique et la pharmacodynamique, la demi-vie de distribution alpha est très courte, 10 minutes. Donc lorsque vous l'injectez, vous voyez sur la courbe à droite, vous avez un pic de concentration plasmatique et de concentration au comportement effet, mais l'effet se dissipe extrêmement rapidement avec une distribution dans les organes les mieux vascularisés, le muscle en particulier, et en principe, en une dizaine de minutes, le patient se réveille. Par contre, la demi-vie d'élimination, c'est-à-dire essentiellement par l'émonctoire hépatique, est beaucoup plus longue, elle est entre 1 et 2 heures, on dit 80-90 minutes. Le métabolisme est assuré par le cytochrome P450 au niveau du foie, et le métabolisme donne un métabolite principal qui est la norkétamine. On parle de premier passage parce que la molécule, lorsqu'on la prend par exemple par la voie orale, passe immédiatement dès qu'elle est absorbée par le foie, et seule une faible fraction va parvenir au compartiment plasmatique. Toutefois, la norkétamine, on le verra, est une molécule moins active que la kétamine, mais qui reste quand même active et qui sera responsable d'une activité, y compris par la voie orale. Alors les métabolites, c'est principalement cette norkétamine, mais également des hydroxynorkétamines, des hydroxykétamines qui ont des activités en particulier lorsqu'on s'intéresse à l'effet antidépresseur de la molécule. À la fin des années 60, le docteur Edwards Domino va mener les premières expérimentations chez l'être humain et va donner cette publication dans les années 65-66 avec l'invention de ce terme qui est l'anesthésie dissociative. En effet, la kétamine donne une expérience anesthésique radicalement différente des autres produits que nous connaissons comme les barbituriques, le propofol ou les halogénés. Et cette fameuse anesthésie dissociative donnait un aspect électroencéphalographique particulier avec une diminution du rythme alpha et l'augmentation d'autres rythmes rapides, ce qui donnait un aspect d'éveil paradoxal. Alors, en particulier, on observe que la signature de la kétamine, c'est l'augmentation de la bande bêta et de la bande gamma à l'électroencéphalogramme, ce qui est matérialisé sur ce schéma. Vous voyez à gauche les ondes les plus lentes, donc les ondes alpha qu'on observe notamment simplement au repos lorsqu'on ferme les yeux, les ondes delta et θ qui sont des ondes plus lentes, et vous voyez que lorsqu'on regarde le propofol, la courbe en bleu, ou les halogénés à des concentrations qui augmentent régulièrement sur les courbes vertes, on s'aperçoit qu'on a un décalage du spectre à l'électroencéphalogramme dans les ondes très lentes. Au contraire, la kétamine, certes, va donner l'apparition d'ondes lentes, delta et θ, mais va entraîner une bouffée
dans la fréquence gamma, qui est une onde rapide, donc également un de ces facteurs qui font qu'on parle d'anesthésie paradoxale, en fait d'anesthésie dissociative. Alors, cette anesthésie paradoxale, cette anesthésie dissociative, pardon, elle se matérialise également par l'augmentation des indices de surveillance de l'électroencéphalogramme que sont le BIS ou l'indice ou l'entropie, avec une augmentation donc de ces deux indices lorsqu'on effectue un bolus de kétamine. C'est ce que vous voyez sur cette diapositive qui date de 2005. Là, ce sont des enregistrements que j'ai effectués moi-même. Vous voyez, on a fait en haut une injection de 30 mg de kétamine et on a une augmentation du BIS d'à peu près 20 points qui va durer, enfin c'est l'entropie d'ailleurs, qui va durer une vingtaine de minutes. Sur la capture d'écran du bas, vous voyez qu'on a fait un bolus de kétamine de 40 mg à peu près à 13h45, qu'on a une augmentation de l'entropie d'à peu près 15 points qui dure un quart d'heure, 20 minutes, et qu'à chaque fois qu'on va refaire un bolus de 10 mg, on observe cette même augmentation d'entropie, toujours à peu près pendant 20 minutes, peut-être 30. Donc l'apparition de silence électrique à l'électroencéphalogramme. Donc bien entendu, ces différents aspects correspondent toujours à un approfondissement de l'anesthésie sous kétamine, mais la plupart du temps, on observera une augmentation brève et de faible amplitude du BIS ou de l'entropie. Dans certains cas, on observera une diminution du BIS ou de l'entropie avec l'apparition de silence électrique à l'électroencéphalogramme. Alors, dans cette autre étude, on s'aperçoit que quand on utilise la kétamine au pouce-seringue électrique pendant l'intervention, alors que le patient, vous voyez, là, a été sous propofol, eh bien, vous n'avez entre le groupe kétamine et le groupe placebo absolument pas de différence dans les valeurs du BIS. Donc tout ça pour dire que même si on utilise de la kétamine, on pourra continuer à utiliser ces indices de surveillance de la profondeur de l'anesthésie. Simplement, lorsqu'on fait un bolus, on s'attend à voir une petite variation qui va durer un quart d'heure, 20 minutes. Lorsqu'on est en perfusion, vraisemblablement pas de variation. Alors cette dissociation, elle n'est pas seulement électrophysiologique, elle est également fonctionnelle, avec sous kétamine des informations qui vont continuer à passer au niveau cérébral, mais ce qui va être déconnecté, c'est d'une part les aires secondaires qui traitent l'information au niveau affectif notamment, et donc un certain nombre d'informations brutes peuvent passer, mais le décodage affectif et émotionnel qui compose par exemple la perfusion douloureuse ne va plus passer. Et quelque chose qui est assez amusant, c'est que parfois, quand on demande aux gens qui sont sous kétamine, est-ce que vous avez mal? Ils vont pas vous répondre comme lorsque vous leur donnez de la morphine, j'ai mal, ou j'ai pas mal, ou j'ai encore mal. Ils vont parfois vous dire, ben je ne sais pas. C'est-à-dire qu'ils perçoivent qu'il y a quelque chose d'anormal, mais ce quelque chose d'anormal n'est pas perçu comme une sensation douloureuse. Alors qu'en est-il des effets purement anesthésiques et neurosensoriels? Pour le petit clin d'œil, je vous ai mis des éléphants roses, puisque la kétamine est censée vous donner un état psychédélique ou en tout cas hallucinatoire. Alors il faut quand même moduler ces constatations. L'anesthésie dissociative elle-même, effectivement, est très différente de l'anesthésie habituelle, avec un état de catalepsie, c'est-à-dire une espèce de rigidité du patient qui est hypertonique, et puis des réflexes conservés, en particulier au niveau oculaire, contrairement à ce qui se passe sous propofol ou halogéné, avec, dès qu'on atteint une certaine concentration plasmatique, aux alentours de 200 nanogrammes par millilitre, l'apparition d'un nystagmus qui est vraiment caractéristique de l'imprégnation par la kétamine.
Alors ces effets psychodysleptiques, on devrait dire en fait qui sont psychose-like, donc psychomimétiques, ce sont des perturbations sensorielles, auditives, visuelles, avec des difficultés à voir notamment en 3 dimensions. Les objets éloignés peuvent paraître proches, les objets proches éloignés, une sensation de flotter qui s'accompagne éventuellement d'une dépersonnalisation, d'une impression d'être au milieu des limbes, qui va parfois se traduire chez certaines personnes par des NDE, des Near Death Experiences, ou des NBE, des OBE, pardon, des Out of Body Experience, c'est-à-dire une sensation de sortir de son propre corps. Ce sont des phénomènes qui apparaissent rarement, mais qui sont parfaitement décrits sous kétamine, qui évidemment ne sont pas recherchés, mais qui peuvent apparaître. Alors les facteurs favorisants, c'est éventuellement le terrain du patient, mais également la préparation, en particulier une préparation bienveillante dans laquelle on va avoir expliqué au patient les perturbations sensorielles qui peuvent se produire lorsqu'on injecte ce produit, va diminuer notamment l'anxiété qui peut être associée à ces impressions totalement inhabituelles. Par ailleurs, ce qui est le plus important dans ces effets psychomimétiques, ce sont les concentrations plasmatiques. Et ces concentrations plasmatiques dépendent complètement de la dose lorsqu'on fait en bolus et de la vitesse d'injection. Donc il est vraiment recommandé d'injecter de faibles bolus et de titrer, notamment lorsqu'on utilise de la kétamine à visée analgésique, de titrer de petites doses qu'on va pouvoir reproduire toutes les minutes, plutôt que d'injecter une dose qui peut paraître peu importante, mais par exemple une dose de 10 mg ou 15 mg peut vraiment entraîner des effets extrêmement désagréables chez le patient. J'ai même vu exceptionnellement des doses de 5 mg entraîner une agitation vraiment catastrophique du patient. Alors cette image qui peut représenter la perception psychodysleptique absolument angoissante d'un patient qui recevrait une dose moyenne de 15 ou même 10 mg, qui peut être vraiment ressentie comme extrêmement désagréable, eh bien, ce n'est pas ce qu'il se passe lorsqu'on utilise la kétamine à faible dose ou associée avec un agoniste du système GABAergique. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez dans ce papier de 2016, on vous dit que la kétamine, au contraire, peut être utilisé, notamment en préhospitalier, pour traiter le délire des patients excités ou agités. Donc si on utilise bien la molécule, au lieu d'avoir un état complètement dissociatif, angoissant et agité, on va pouvoir au contraire traiter ces états d'agitation. Alors, il faut bien comprendre que dans tous ces états perceptifs, ce qui compte complètement, c'est la dose de kétamine et la concentration qu'on va obtenir au niveau plasmatique. Sur ce diagramme, vous avez en ordonnée le temps en minutes, en abscisse le temps en minutes, et vous avez en ordonnée la concentration plasmatique de kétamine en nanogrammes par millilitre. Alors lorsque vous faites une dose importante, de l'ordre de 1 à 2 ou plus mg par kilogramme en bolus, vous obtenez très rapidement des concentrations supérieures à 1000 nanogrammes par millilitre, c'est-à-dire un microgramme, et qui vont procurer une narcose. C'est la kétamine à forte dose qu'on utilise par exemple dans les inductions chez les asthmatiques ou chez le patient choqué. Lorsqu'on utilise ces doses, on va avoir, au bout d'une dizaine de minutes, si on a fait un bolus unique, une phase de réveil où les concentrations évoluent entre 600 et 1000 nanogrammes par millilitre. Et là, c'est véritablement les concentrations qu'on ne veut pas obtenir
qui sont des concentrations où on va avoir véritablement cet état psychomimétique avec un patient délirant, anxieux, agité, potentiellement qui va hurler. Donc il faut véritablement que ces concentrations-là, elles surviennent alors que le patient dorme avec un produit GABAergique, que ce soit du propofol ou un halogéné. Par contre, dans les concentrations plus basses, au-dessous de 600 nanogrammes par millilitre, on est dans des concentrations analgésiques. Alors, ce sont des concentrations favorables. Plus elles se rapprochent de 200 nanogrammes par millilitre, plus elles sont favorables parce qu'on a un effet analgésique sans effet dissociatif, mais on a un effet dose dépendant qui fait qu'entre 200 et 500, eh bien, on va avoir plus d'analgésie, mais malheureusement plus d'effets psychomimétiques. Alors à 200 nanogrammes par millilitre apparaît ce nystagmus typique dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis malheureusement, plus on se rapproche des 600 nanogrammes, c'est-à-dire des concentrations de réveil, et plus on a un état anxieux qu'il va falloir éviter. Alors lorsqu'on est au-dessous des concentrations de 100-150 nanogrammes par millilitre, on n'a pas d'effet analgésique propre de la kétamine, mais on a un état particulier qu'on peut appeler anti-hyperalgésique. C'est un effet par lequel la kétamine, sans effet analgésique par elle-même, elle va pouvoir décupler, enfin décupler n'est pas tout à fait le terme, mais plutôt avoir un effet synergique avec d'autres analgésiques, notamment les morphiniques, et entraîner un état analgésique plus important de ces morphiniques ou diminuer une douleur d'hyperalgésie pour ces faibles concentrations qui sont donc de l'ordre, on va dire, de 50 nanogrammes par millilitre. Alors quand vous faites, vous voyez, une injection de 2 mg par kilogramme, vous obtenez des concentrations qui induisent une narcose. En à peu près une dizaine de minutes, eh bien, vous n'avez plus la narcose, mais malheureusement vous êtes dans les concentrations d'éveil, donc c'est un état qu'il ne faudrait pas obtenir. Il faudrait que le patient à ce moment-là soit sous propofol, soit sous halogéné. Lorsque vous faites cette injection, donc vous avez des effets psychomimétiques, on va dire, maximum. Alors si vous faites seulement 0,5 mg par kilogramme, comme sur la courbe verte, eh bien ces effets psychomimétiques vont être extrêmement limités dans le temps, et très rapidement on va avoir une concentration aux alentours de 200 nanogrammes par millilitre, donc une concentration analgésique. Mais vous voyez que si on fait seulement un bolus, en une quinzaine de minutes, on est au-dessous des concentrations analgésiques et on n'a plus d'effet analgésique. Donc il faudra, si on veut obtenir cet effet analgésique, prévoir d'injecter la kétamine par une perfusion continue. Si vous faites maintenant, c'est la courbe bleue, des concentrations extrêmement faibles, des injections extrêmement faibles de 0,15 mg par kilogramme, donc de l'ordre de 10 mg, vous aurez quand même des effets psychomimétiques pendant 1 ou 2 minutes, mais très rapidement, vous n'aurez plus d'effets ni psychomimétiques ni analgésiques, et des concentrations uniquement anti-hyperalgésiques. Donc ça marche uniquement si votre patient subit véritablement un phénomène d'hyperalgésie. Ça peut être dû à des concentrations de morphinique trop importantes, une chirurgie particulièrement douloureuse ou de la douleur chronique. Alors on va maintenant voir les effets organe par organe et démonter un peu ces, comme je les ai appelés, ces infox, c'est-à-dire ces légendes qui malheureusement collent encore en 2020 à la kétamine, alors que depuis de nombreuses années, on a démontré qu'elles étaient fausses. Donc une des infox les plus importantes, c'est la kétamine est contre-indiquée en neuroanesthésie ou en neuroréanimation parce qu'elle augmente la pression intracrânienne et qu'elle fait convulser. Bon, c'est une fausse information, ces informations datent des années 70, dans des études qui avaient été menées chez l'animal en ventilation spontanée, et vous savez qu'évidemment, quand on a un traumatisme crânien, si on n'est pas intubé, on a rapidement ce qu'on appelle des axos, avec une augmentation de la pression intracrânienne qui est due notamment à l'augmentation de la pression en partiel en CO2.
Donc cette augmentation de la pression intracrânienne, elle ne dépend pas de la kétamine mais de la capnie. La kétamine, ça ne fait pas convulser. Il y a eu quelques observations de convulsions extrêmement rares lors d'injection de kétamine, mais notamment ça a été démontré expérimentalement chez le chat, qui est un système nerveux extrêmement différent de l'être humain. Et chez l'être humain, la plupart des études qui ont été faites et des observations cliniques ont montré un effet anticonvulsivant, notamment dans les états de mal convulsif, où la kétamine permet d'obtenir un électroencéphalogramme plat et de diminuer complètement donc ces effets d'état de mal convulsif. Dans certains modèles, qui sont pour le moment des modèles uniquement animaux, on a pu observer que les antagonistes N-méthyl-D-aspartate, notamment la kétamine, au contraire, protégeraient les cellules cérébrales, soit de l'ischémie, soit des effets pervers du glutamate, ce qu'on appelle l'excitotoxicité, donc une certaine protection cérébrale. Sur cette diapositive, vous voyez une revue générale des effets de la kétamine lors du traumatisme crânien, et on s'aperçoit que cette revue systématique montre que dans aucune des études qui ont été publiées, on observe d'augmentation de la pression intracrânienne. Je vous conseille véritablement, pour ceux qui s'intéressent de près à la molécule, de lire ce travail, cette revue générale également par Sabine Himmelseher et Marcel Durieux, qui est déjà paru il y a 15 ans et qui montre comment la kétamine n'est absolument pas contre-indiquée en cas de lésions neurotraumatologiques. Et donc vous voyez que ce dogme qu'on revoit encore actuellement dans certains papiers est complètement faux, et qu'il a été démonté dans une grande revue qui est Anesthésie et Analgésie il y a déjà 15 ans. Donc en particulier lorsque la kétamine est utilisée en ventilation contrôlée et associée à un médicament GABAergique, que ce soit le propofol ou les halogénés, eh bien elle aurait plutôt tendance à augmenter la pression de perfusion cérébrale et absolument pas à augmenter la pression intracrânienne. Alors, autre sujet de préoccupation qui est légitime, c'est le système cardiovasculaire. On sait que la kétamine, certes, a un effet vasodilatateur direct qui est dû à un effet calcium bloqueur sur les vaisseaux, mais son effet principal, en principe, c'est la libération de catécholamines et l'inhibition du recaptage de ces mêmes catécholamines. Donc elle a un effet sympathomimétique dit indirect, et lorsque vous faites un bolus de kétamine, la plupart du temps, on a une augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, on parle du double produit, qui en fait double ce fameux produit pour une dose de 2 mg par kilo. Donc cette libération de catécholamine, cette augmentation de la pression artérielle, elle est un phénomène extrêmement intéressant qu'on cherche dans certains états d'instabilité hémodynamique que sont l'état de choc et cet état très spécifique d'adiastolie qui est la tamponnade. Toutes les fois où on a comparé la kétamine avec l'étomidate, je reviendrai sur l'étude Kétaced qui est la plus célèbre de ces comparaisons, eh bien la kétamine a entraîné un maintien de l'état hémodynamique et notamment un maintien des conditions de charge qui est tout à fait comparable à celui qu'on observe avec l'étomidate. En revanche, bien entendu, cette augmentation de pression artérielle et de fréquence cardiaque, elle augmente la consommation d'oxygène du myocarde et elle est donc complètement contre-indiquée, notamment chez le coronarien, et évidemment, lorsque des pics de pression artérielle sont contre-indiqués, c'est le cas chez l'hypertendu non équilibré et chez ce même coronarien.
Donc, la kétamine va être indiquée pour des états extrêmement spécifiques qui compromettent l'hémodynamique, et il faudra au contraire l'éviter, notamment à ces doses-là, à ces doses anesthésiques, chez les patients coronariens ou chez lesquels on ne voudrait pas de poussée hypertensive, par exemple, si ils sont porteurs d'un anévrisme artériel. Alors, lorsqu'on s'intéresse à l'état inotrope du myocarde, alors qu'on voit écrit dans de nombreuses publications que la kétamine est un cardiodépresseur, ben là encore, c'est quand même partiellement faux. Parce que quand on regarde cette publication sur les patients qui ont une fonction VG compromise et qui vont avoir un pontage coronaire, ben vous voyez que finalement, entre l'association propofol-kétamine et l'association étomidate-midazolam, ben on n'a absolument pas de différence d'index cardiaque. Donc la kétamine peut être utilisée chez ces patients insuffisants cardiaques. Alors pour revenir vers cette célèbre étude Ketaced qui avait randomisé à peu près plus de 300 patients dans chaque groupe, un groupe étomidate et un groupe kétamine, c'était des patients de préhospitaliers qui devaient avoir une induction en séquence rapide, et finalement cette étude avait montré qu'il n'y avait pas de différence en termes d'hémodynamique entre les deux groupes de patients, mais que par contre, les patients du groupe étomidate avaient eu pratiquement 100% de défaillance avec une seule injection d'étomidate, de défaillance de la sécrétion surrénalienne, alors que cette défaillance de sécrétion surrénalienne était observée chez moins de 50% des patients du groupe kétamine. En particulier quand on s'intéressait à un petit groupe de patients qui avait été observé du point de vue où on avait toute l'hémodynamique, eh bien, les variations de pression artérielle étaient exactement semblables entre le groupe étomidate et le groupe kétamine. En revanche, vous voyez, on avait pratiquement 90% d'insuffisance de sécrétion médulo-surrénale, cortico-surrénale dans le groupe étomidate et à peu près la moitié dans le groupe kétamine seulement. Donc à choisir, on a un médicament, la kétamine, qui permet de conserver une hémodynamique correcte tout à fait de manière comparable avec une injection d'étomidate, mais qui a moins d'impact sur les sécrétions surrénaliennes. Donc la question aujourd'hui se pose de savoir s'il faut continuer à utiliser de l'étomidate. C'est une question que je pose, évidemment, ce n'est pas une affirmation. Donc, chez le coronarien, est-ce que la kétamine est contre-indiquée? Dans cette lettre que j'avais écrite à l'American Journal of Emergency Medicine en 2017, une étude avait montré, un cas clinique avait montré qu'une patiente coronarienne avait très mal supporté une injection de 50 mg en bolus, et les auteurs s'alarmaient de la fiche posologique de la kétamine et qu'il faudrait vraiment prévenir tout le monde que de petites doses de kétamine ne doivent pas être injectées aux patients coronariens. Le problème, c'est que 50 mg, comme je l'ai déjà dit, ça n'est pas une petite dose de kétamine, c'est une forte dose de kétamine, ça fait à peu près 1 mg par kilogramme, c'est une dose d'induction, c'est une dose pour l'anesthésie, et effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est absolument contre-indiqué en bolus chez un coronarien. Cette patiente, elle avait fait une poussée d'hypertension artérielle. Sur cette poussée d'hypertension artérielle, un œdème pulmonaire. Sur cet œdème pulmonaire, une hypoxie. Et sur cette hypoxie, un arrêt cardiaque. Donc il y avait une méconnaissance de la molécule. La kétamine, chez le coronarien, elle est contre-indiquée pour une induction. Elle est indiquée, en revanche, pour des toutes petites doses si on veut uniquement avoir un effet analgésique. On reviendra sur les conditions d'administration de ces petites.
Alors maintenant, l'appareil respiratoire. Un grand intérêt de la kétamine par rapport à tous les autres produits dont on dispose, c'est qu'elle entraîne très peu de dépression ventilatoire. Elle préserve une partie des réflexes, notamment le tonus des muscles du système des voies respiratoires supérieures, en particulier le pharynx, et elle préserve une partie, sinon la totalité des réflexes qui protègent contre une inhalation, une inhalation gastrique. Par ailleurs, la kétamine entraîne une bronchodilatation puissante, ici aussi par un effet calcium bloqueur. Donc ce sont un ensemble de propriétés respiratoires qui en font un agent absolument de choix pour notamment la sédation-ventilation spontanée. Par ailleurs, la kétamine, contrairement aux halogénés, préserve la pression partielle en oxygène, notamment en maintenant la capacité résiduelle fonctionnelle, toujours parce qu'elle maintient le tonus des muscles respiratoires accessoires, notamment les muscles de la cage thoracique. Bon, en revanche, elle a des effets sécrétoires qui ne sont pas très favorables au niveau respiratoire. Elle fait sécréter les bronches, les glandes salivaires, donc des effets qui parfois, lorsqu'on utilise des fortes doses, doivent être combattus par de faibles doses d'atropine. L'indication d'élection, c'est les asthmatiques, notamment l'état de mal asthmatique lorsqu'il faut intuber, c'est la désincarcération de certains patients qui ont été incarcérés lors de tremblements de terre ou d'effondrements d'immeubles, et chez lesquels une amputation de désincarcération ne peut s'effectuer que chez un patient en ventilation spontanée parce qu'on n'a pas accès à ces voies aériennes. Là, la kétamine a un double intérêt. D'une part, elle permet de préserver la ventilation spontanée. D'autre part, elle peut être administrée en intramusculaire si on n'a pas de voie veineuse. Enfin, ces indications d'ordre respiratoire en font un agent d'entretien de la sédation vraiment très utile pour les transports ou pour des gestes douloureux comme par exemple le drainage thoracique ou la pose de cathéter. Sur ce travail un peu anecdotique, mais qui a quand même été publié récemment dans le British Journal of Anesthesia, on s'aperçoit que l'isomère S de la kétamine permet une meilleure ventilation minute lorsque le produit est associé au rémifentanil. Donc on s'aperçoit que la kétamine associée à un morphinique n'entraîne pas d'augmentation de la dépression respiratoire. Alors en sédation, la kétamine est intéressante et notamment elle est souvent plus intéressante que les benzodiazépines. D'abord parce que les benzodiazépines ont des effets paradoxaux, y compris le midazolam, et que de petites doses de benzodiazépines peuvent entraîner des agitations paradoxal puisque c'est exactement ce qu'on cherche à éviter par l'administration d'un anxiolytique. Par ailleurs, contrairement aux benzodiazépines, la kétamine n'entraîne quasiment pas de dépression cardio-respiratoire. On connaît des effets, on connaît des dépressions respiratoires qui sont extrêmement rares. Donc, un produit qui est indiqué pour la sédation, notamment lors des anesthésies loco-régionales, ou, comme on vient d'en parler, les gestes douloureux, cathéter, drain, etc. Alors, ce qui est vraiment fondamental, mais vraiment fondamental, lorsqu'on veut utiliser la kétamine en sédation, le mot-clé, c'est titration. Parce que, de manière rare, mais réelle, des bolus de 5 mg peuvent entraîner une agitation avec la kétamine. J'utilise pour ma part, pour la première injection, le premier bolus, des doses de 2 à 2,5 mg en bolus. Dans 90% des cas, ces doses sont trop faibles et ne vont pas entraîner d'effets analgésiques ou d'effets sédatifs chez le patient. Mais au moins, on va se rendre compte en 1 minute si le bolus est bien toléré ou non. Si on n'a pas d'effet, eh bien en 1 minute, puisque l'effet, on
la kétamine parvient au compartiment effet extrêmement rapidement, en moins d'1 minute. On a donc une réponse très rapide. Si on n'a pas de réponse, eh bien on peut refaire un bolus, cette fois-ci de 5 mg. De la même manière, si 5 mg ont très peu d'impact, n'ont pas l'effet escompté, si on n'a pas d'agitation avec 5 mg, on pourra faire un petit peu plus, par exemple 10 mg. Mais ce qui est fondamental, c'est de ne jamais injecter d'emblée 10 ou 15 mg. On le voit faire, c'est une erreur, et quelquefois on a véritablement des patients qui vont avoir un effet dissociatif extrêmement pénible. Donc, comme je ne crains pas de le répéter, lorsqu'on veut faire une sédation par la kétamine, il faut faire de petits bolus entre 2,5 et 5 mg. On peut les faire toutes les minutes et éventuellement, pourquoi pas, on peut l'utiliser en perfusion. Dans ces cas-là, en général, il ne faut pas dépasser 1 mg par minute. Très important, il faut une communication thérapeutique. Si le patient commence à délirer un peu, on va diminuer les doses injectées et on va certainement pas rentrer dans son délire, mais au contraire, le rassurer et lui expliquer que ce qu'il observe, ce sont des anomalies sensorielles sans gravité. Alors pourquoi est-ce que j'utilise des doses de 2 mg? C'est parce que lorsqu'on utilise de la kétamine à 10 mg par millilitre, qui est la concentration qu'on a à l'assistance publique de Paris, eh bien lorsqu'on utilise cette concentration de 10 mg par millilitre dans une seringue de 5 millilitres, eh bien les petits symboles qu'on observe sur la seringue, chaque petite graduation en fait correspond à 2 mg. Et vous voyez sur cette diapositive les concentrations plasmatiques qui sont obtenues lorsqu'on fait des bolus de 2 mg. Vous voyez qu'on est à 200 à 300, entre 200 et 300 nanogrammes par millilitre, c'est-à-dire des concentrations purement analgésiques, que déjà lorsque vous faites un bolus de 5 mg, vous pouvez atteindre une concentration psychomimétique, et qu'évidemment si vous faites 10, 15 ou 20 mg, vous obtenez des concentrations qui sont véritablement, visiblement à bannir complètement. Donc ce sont des bolus qu'il ne faut jamais injecter chez un patient qui ne dort pas. Alors, qu'en est-il du terme analgésie de surface? Alors, c'est un terme qu'on a surtout entendu parce que depuis 50 ans, on utilise la kétamine pour les pansements chez les brûlés, et donc on a dit la kétamine, ça donne de l'analgésie de la peau ou de l'analgésie de surface. Mais c'est un concept qui est complètement faux, qui n'existe absolument pas. Pourquoi? Parce que, nous l'avons dit, l'effet le plus spécifique de la kétamine, c'est le blocage non compétitif des récepteurs N-méthyl-D-aspartate. Or, ces récepteurs N-méthyl-D-aspartate, ils ne sont absolument pas dans une structure dite de surface. On les trouve essentiellement dans la corne postérieure de la moelle et dans des structures supérieures du système nerveux central, dans le diencéphale, dans le cortex. Donc, il n'est absolument pas question d'une structure qui serait en surface, mais au contraire d'une structure qui est profondément au centre du système nerveux central. Donc sur cette diapositive, vous voyez la peau avec une fibre afférente primaire qui est symbolisée en bleu, le ganglion rachidien qui comporte le corps cellulaire du premier neurone, de cette fibre afférente primaire, et vous voyez dans la corne postérieure de la moelle la synapse entre cette fibre afférente primaire et le neurone spinothalamique. C'est à cet endroit-là qu'on a beaucoup de récepteurs N-méthyl-D-aspartate et que la kétamine va avoir son effet analgésique. Donc vous voyez qu'il ne s'agit absolument pas d'analgésie de surface. Qui tombe en éclats. Alors ces propriétés analgésiques, on va en parler plus précisément, comme je l'ai dit, elles viennent d'abord de l'inhibition des récepteurs N-méthyl-D-aspartate. C'est un effet qui n'est pas qui est non compétitif. On verra comment.
Depuis quelques années, on s'est rendu compte qu'une partie des effets analgésiques de la kétamine vient également de l'inhibition de récepteurs qu'on appelle HCN1, qui sont des courants pacemakers qu'on observe dans les neurones et également dans certaines cellules cardiaques. Par ailleurs, la kétamine a des effets sur le système de l'acétylcholine, les récepteurs nicotiniques et muscariniques, et à ce titre, elle peut entraîner un syndrome anticholinergique central. Et ce syndrome anticholinergique central, c'est une désorientation qui vraisemblablement, donc on observe dans ces états dits d'émergence, c'est-à-dire ces fameuses concentrations plasmatiques qu'on ne voudrait pas observer au réveil des patients. Et vraisemblablement, donc une partie de ces effets secondaires de la kétamine ne sont pas dus au blocage des récepteurs NMDA, mais sont dus au blocage de ces récepteurs muscariniques. On l'a déjà vu, il y a des effets anticalciques au niveau vasculaire et bronchique. Donc ce sont des effets de la kétamine au niveau de certains récepteurs. Alors les effets analgésiques, bien sûr, ils dépendent de l'inhibition des récepteurs NMDA, mais également d'autres phénomènes. L'activation de systèmes monoaminergiques descendants, c'est des systèmes qui fonctionnent par l'intermédiaire de la sérotonine et de la noradrénaline. Vous verrez dans un certain nombre d'articles que la kétamine agit au niveau des récepteurs mu, c'est vrai, mais chez l'homme, la naloxone n'abolit pas les effets analgésiques de la kétamine, donc on peut dire qu'aux concentrations cliniques, cet effet donc, sur les récepteurs morphiniques est de peu d'importance. Enfin, il y a un effet qui, lui, agit véritablement en clinique, c'est l'effet anesthésique local. Et de nombreux articles trouvent par exemple un effet anesthésique local au niveau des amygdales, de la kétamine en pulvérisation. De la même manière, lorsqu'on injecte la kétamine, il n'est pas impossible qu'on ait un effet anesthésique local qui pourrait expliquer au moins partiellement la suppression de la douleur à l'injection du propofol. Des effets importants, ce sont les effets anti-pro-inflammatoires sur des protéines comme NF-κB, qui sont des protéines clés dans le déclenchement de la réaction pro-inflammatoire au cours des états traumatiques ou infectieux. Et ces effets anti-pro-inflammatoires, on les voit dans certains modèles cliniques, comme par exemple les circulations extracorporelles, où on montre que véritablement c'est un modèle d'effet inflammatoire. Et bien la kétamine, dans ces états, diminue la concentration plasmatique des cytokines pro-inflammatoires et augmente au contraire la concentration plasmatique des cytokines anti-inflammatoires. Certains modèles montrent également des effets antitumoraux. Enfin, des effets qu'on ne peut pas passer sous silence, ce sont les effets antidépresseurs. Alors on verra que la S-kétamine a été commercialisée récemment, notamment aux États-Unis, comme antidépresseur d'action rapide, mais cet effet n'a pas été découvert ces dernières années. Les premières études, notamment chez l'homme, qui montrent un effet antidépresseur, ont été effectuées dans les années 2000. Ça fait donc 20 ans que les effets antidépresseurs de la kétamine sont largement démontrés et explorés au niveau des publications scientifiques. Alors maintenant, nous allons revenir sur un des points centraux du retour de la kétamine dans le champ de l'anesthésie depuis une vingtaine d'années, c'est l'hyperalgésie et les effets anti-hyperalgésiques de la kétamine. Alors ces effets anti-hyperalgésiques, ils ont été certes étudiés un peu chez l'homme, mais enfin essentiellement en laboratoire chez le rat. Alors vous prenez un rat et vous lui pincez la queue, c'est ce qu'on appelle le modèle du Tay-Flick. Ce rat, évidemment, ce pauvre animal, ça lui fait mal et il va crier, il va vocaliser et on va noter le poids, la pression nécessaire pour que le rat pousse son cri.
Alors effectivement, sur ce schéma, vous voyez en abscisse le temps et en ordonnée le poids nécessaire à appliquer sur la queue du rat pour entraîner un seuil nociceptif, c'est-à-dire le faire crier. Ça, c'est l'état contrôle, c'est-à-dire le rat ne reçoit aucun médicament. Puis alors maintenant, on va lui donner un morphinique, un opioïde, et évidemment, eh bien, on entraîne un état analgésique, c'est-à-dire que une fois qu'on a injecté ce morphinique, il va falloir appuyer beaucoup plus fort sur la queue du rat pour le faire crier. C'est ce que vous observez avec le rectangle bleu. Et alors, quelque chose qui a été découvert depuis ces 20 dernières années, c'est que une fois que cet effet analgésique du morphinique s'est éteint, curieusement, on va observer un état d'hyperalgésie du rat, c'est-à-dire qu'il ne revient pas à l'état contrôle, mais le rat va crier alors qu'on appuie moins fort que la mesure contrôle qui avait été effectuée lors du rectangle matérialisé ici en orange. Et puis cet état dure plusieurs heures et parfois plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et finalement, il va falloir un temps certain pour retourner à l'état contrôle et pour que le rat n'ait plus d'hyperalgésie. Donc cet état particulier où il y a une douleur anormale qui est observée après l'injection d'un morphinique, c'est ce qu'on appelle l'hyperalgésie induite par les opioïdes. Alors cet état, ce phénomène est un nouveau paradigme qui a été découvert donc, il y a pratiquement 20 ans et qui a fait l'objet de très nombreuses publications. Vous voyez ici dans la prestigieuse revue Anesthesiology, il y a 15 ans, en 2006. Alors maintenant, si on s'intéresse à l'injection de faibles doses de kétamine, toujours chez ce rat, eh bien on s'aperçoit qu'on peut injecter des doses faibles de kétamine qui n'auront aucun effet sur le seuil de vocalisation du rat. C'est-à-dire on lui pince la queue avec la force qui était nécessaire à le faire crier, et vous voyez, la kétamine à faible dose n'a aucun effet sur le seuil de vocalisation de ce rat, c'est-à-dire n'a pas d'effet analytique. Alors attention, parce qu'on parle bien de kétamine à faible dose. Maintenant, on lui fait ce fameux opioïde, on observe un effet analgésique. Après la disparition de cet effet analgésique, comme on l'a dit, on observe une hyperalgésie induite par cet opioïde qui va durer plusieurs heures, plusieurs jours, parfois dans certains modèles plusieurs semaines. Mais lorsque vous utilisez cette kétamine à faible dose qui n'avait aucun effet analgésique, eh bien vous avez la surprise de constater qu'avec le morphinique, vous avez un effet synergique, c'est-à-dire que l'opioïde a un effet supérieur à ce qu'il avait sans cette kétamine à faible dose. La kétamine à faible dose n'est pas un analgésique, mais elle a un effet anti-hyperalgésique. Alors ce phénomène a été très parfaitement expliqué, notamment vous voyez que ça ne remonte pas à une période récente. Encore une fois, c'est un article que je vous recommande de lire qui a été publié dans la revue française d'anesthésie de réanimation en 2005 par l'équipe de Bordeaux, l'équipe de Richebey et collaborateurs. Eh bien, vous observez que lorsqu'on fait un morphinique, certes, vous avez un effet sur le récepteur mu qui va entraîner, grâce à ce système inhibiteur de la douleur, un effet analgésique, mais malheureusement, l'effet sur le récepteur mu a également un effet collatéral qui est l'activation d'une protéine kinase C qui va phosphoryler les récepteurs N-méthyl-D-aspartate et entraîner l'ouverture de ces récepteurs
avec au contraire une facilitation de la nociception, et c'est ça qui va entraîner une hyperalgésie induite par les morphiniques. Eh bien, la kétamine va pouvoir inhiber ce phénomène. Donc vous voyez ici le récepteur N-méthyl-D-aspartate qui est encadré en rouge, qui entraîne une hyperalgésie, et donc la kétamine va pouvoir annuler cet effet hyperalgésique des morphiniques. Alors une autre étude qui date, vous voyez encore une fois, d'une vingtaine d'années, mais qui est une étude véritablement très parlante chez le rat, elle montre que si on injecte de l'alphentanil avec du sérum salé, donc avec un placebo, eh bien on entraîne, vous voyez que la pression pour entraîner une douleur, évidemment, a été énormément diminuée. Donc on voit qu'on a un effet hyperalgésie post-morphinique. Et lorsque vous utilisez de la kétamine associée à cet alphentanil, vous n'observez plus cet effet d'hyperalgésie induite par les opioïdes. Et maintenant, si on observe l'effet de la perfusion au cours du temps, le temps est en minutes en abscisse, et vous avez les effets sur le seuil d'hyperalgésie du rat, vous voyez en bleu l'effet du morphinique qui va entraîner une analgésie, puis ensuite une diminution de cette analgésie au cours des premières minutes. Vous voyez que la kétamine en vert n'entraîne absolument aucun effet analgésique, mais vous voyez que lorsqu'on utilise en bleu la kétamine associée au morphinique, eh bien on a une synergie, une augmentation de l'effet analgésique, contrairement à la courbe rouge où vous avez l'alphentanil utilisé tout seul. Alors à quoi il ressemble ce récepteur N-méthyl-D-aspartate? C'est un récepteur qui a 4 domaines transmembranaires dans la cellule, dans le neurone, et puis qui a 2 domaines à l'extérieur de la cellule, un domaine de liaison qu'on appelle LBD, c'est-à-dire Ligand Binding Domain, et un domaine N-terminal où peut se lier un certain nombre de coagonistes. Alors on le voit en 3 dimensions. Vous avez ici en bleu la membrane qui est normalement polarisée, il y a une polarité négative à l'extérieur de la cellule. Vous voyez ce récepteur NMDA qui est un tétramère avec un canal au milieu. On décrit une unité NR1 et une unité NR2. C'est sur l'unité NR2 que vous avez le domaine de liaison au glutamate. Et sur l'unité NR1, on va avoir le domaine de liaison au coagoniste qui s'appelle la glycine. Et puis on a dans le canal une espèce de poche qui est le site de liaison à la kétamine et qu'on appelle le site PCP, c'est-à-dire fin cyclidine. Alors pour que le canal soit activé, il faut non seulement que du glutamate se fixe sur cette partie NR2 du récepteur, mais il faut aussi que de la glycine s'y fixe. Donc vous voyez que c'est un récepteur qui habituellement est difficile à mettre en jeu, et donc que dans un état normal, les récepteurs NMDA sont fermés. Alors là, sur cette diapositive on voit les 2 agonistes et coagonistes, c'est-à-dire en rouge le glutamate qui est fixé sur le récepteur, en bleu foncé la glycine qui est fixée également sur le récepteur. On voit une petite molécule rouge et une molécule rose qui sont des coagonistes sur lesquels je ne vais pas m'étendre aujourd'hui. Et vous voyez surtout que malgré la fixation de ces 2 coagonistes, glutamate et glycine, eh bien le récepteur reste bouché. Pourquoi? Parce que la membrane qui est en bleu ciel est polarisée, et que quand elle est polarisée, elle retient à l'intérieur du canal un ion magnésium qui est lui aussi symbolisé ici en bleu ciel et qui fait comme une espèce de bouchon au milieu du canal. Donc c'est compliqué. Pour ouvrir ce canal NMDA, il faut non seulement du glutamate, mais il faut autre chose. Et qu'est-ce que c'est que cette autre chose? On va le voir sur la diapositive suivante.
Donc vous avez un bloc magnésien des voltages dépendants. Et sur la diapositive suivante, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on s'aperçoit que le canal a été ouvert, le magnésium a été éjecté, il ne bouge plus le canal. Pourquoi? Parce que la membrane est devenue jaune. En réalité, la membrane, elle a été dépolarisée. Et comment se dépolarise la membrane? Eh bien, habituellement, elle se dépolarise lorsqu'il y a eu la transmission d'un influx nociceptif à l'occasion par exemple, d'une chirurgie, d'un traumatisme, d'une douleur chronique. Ces influx nociceptifs font rentrer du sodium à l'intérieur de la cellule. Ce sodium dépolarise la membrane. Cette dépolarisation éjecte le l'ion magnésium et le canal NMDA s'ouvre. Évidemment, pour qu'il puisse fonctionner, il faut quand même qu'il y ait du glutamate qui puisse se fixer sur le récepteur. Donc, levée du bloc magnésien, entrée de calcium à l'intérieur du neurone. Et là, on a une usine extrêmement complexe sur laquelle on va passer très rapidement. Mais à l'intérieur de ce canal, donc à l'intérieur de ce neurone, vont s'ouvrir un certain nombre de cycles endocellulaires qui vont aboutir à l'hyperalgésie. Alors en résumé, on a la synthèse de messagers diffusibles sous l'action du glutamate, des prostaglandines et du monoxyde d'azote qui vont entraîner le message d'hyperalgésie dans les synapses voisines. On a la libération présynaptique de glutamate, on a l'activation de kinase qui régule l'activité des récepteurs, c'est cette fameuse protéine kinase C. Ces phénomènes vont entraîner des phénomènes qu'on décrit sous le nom de wind-up ou de long-term potentiation, potentialisation à long terme, qui sont des phénomènes qui vont engrammer, qui vont mémoriser les phénomènes douloureux et qui vont également agir au niveau du noyau de la cellule, activer des facteurs transcriptionnels et entraîner cette mémorisation. Alors cette mémorisation, vous la voyez ici chez un rat qui a subi une inflammation. Vous voyez qu'on a une hyperalgésie qui dure plusieurs heures et en fait plusieurs jours, une semaine la première fois. Et on s'aperçoit donc, enfin ce n'est pas matérialisé sur la diapositive, mais on sait que ce sont les récepteurs NMDA, donc par le biais de leur ouverture, le passage de calcium dans le neurone qui entraîne une mémorisation de la douleur. Et vous voyez que lors d'une seconde phase d'inflammation, mais ça aurait pu être par exemple une seconde chirurgie, eh bien on va avoir à nouveau un phénomène d'hyperalgésie, mais comme il y a eu une mémorisation de cette première hyperalgésie, eh bien le phénomène qui ne durait qu'une semaine la première fois va durer ici 19 jours, c'est-à-dire quasiment 3 semaines. Alors qu'est-ce qu'elle peut faire la kétamine? Eh bien la kétamine, elle, c'est un antagoniste de ce récepteur NMDA. Elle a une propriété particulière, c'est celle de pouvoir prendre, si vous voulez, la place du magnésium. Elle va se mettre à l'intérieur du canal, sur le site phencyclidine, le site PCP, et donc elle va boucher le canal. C'est la raison pour laquelle on parle d'antagoniste non compétitif. Elle ne se fixe pas au niveau du site de fixation rouge du glutamate, elle se fixe à l'intérieur du canal. Alors ça, c'est quelque chose de fondamental, c'est pour que la kétamine se fixe dans le canal, il faut que le canal soit ouvert. Donc ça veut dire que la kétamine n'agira que s'il existe déjà une mémoire de la douleur, un état hyperalgésique, une ouverture de ces canaux NMDA. On va prendre une analogie
qui va nous expliquer un petit peu tout ça. Imaginez votre voiture avec un frein, une pédale d'accélérateur et une pédale d'embrayage. Alors vous voyez que le glutamate, ben, c'est le médiateur principal de la douleur dans la corne postérieure de la moelle. Donc lui, le glutamate, il appuie sur l'accélérateur et il entraîne évidemment un message douloureux. Mais bien sûr, il va y avoir un moment où cette douleur franchit un seuil qui n'est plus acceptable. Et donc la kétamine, elle, va diminuer l'action de ce glutamate sur le récepteur NMDA. Donc elle va lever le pied de l'accélérateur. Si vous prenez maintenant les anesthésiques du groupe des GABAergiques, eux, ils appuient sur le frein, puisqu'ils vont entraîner une hyperpolarisation du neurone. Donc, vous allez avoir un médicament, la kétamine, qui arrête d'accélérer et qui est donc synergique des médicaments comme le propofol ou les halogénés qui eux, appuient sur le frein. D'autres médicaments qui appuient sur le frein, c'est évidemment les morphiniques. Alors tout ça nous amène à l'intérêt d'associer la kétamine avec d'autres médicaments. D'abord l'atropine et le midazolam. On associe très souvent la kétamine avec ces médicaments. J'ai mis des points d'interrogation parce que les méta-analyses disent qu'il ne faut pas systématiquement associer l'atropine et le midazolam à la kétamine. Mais dans certaines circonstances, lorsqu'on voit qu'un patient, par exemple, supporte pas tout à fait bien les petits bolus de kétamine qu'on lui administre et qu'il rentre un petit peu en état dissociatif, on peut effectivement lui administrer un anxiolytique. De la même manière, lorsqu'on craint, par exemple, pour une intubation vigile, les effets sécrétoires de la kétamine sur les glandes salivaires, eh bien, on peut associer de petites doses d'atropine avant de faire la kétamine. Une des associations qui est le plus préconisée, c'est le propofol. Vous avez compris pourquoi. Le propofol, c'est ce médicament GABAergique qui va, lui, appuyer sur le frein et qui va être synergique de la kétamine. Par ailleurs, la kétamine, ses principaux effets secondaires non voulus, c'est la tachycardie, l'hypertension artérielle, l'effet psychomimétique. Le propofol, l'intérêt, c'est que lui, il va entraîner bradycardie, hypotension et état sédatif. Donc l'association des deux est tout à fait synergique. En fait, elle est plutôt additive au niveau des effets cliniques. 1 mg de propofol va s'additionner avec 1 mg de kétamine pour obtenir un effet additif sur la narcose et sur la sédation. Alors d'autres médicaments ont maintenant été préconisés, notamment dans le cadre d'un nouveau paradigme qui apparaît en anesthésie, qui est l'OFA, l'opioid free anesthesia. Ce sont les alpha-2 agonistes, en particulier la clonidine, mais également on pourrait citer la dexmédetomidine, et bien entendu la lidocaïne, qui est un anesthésique local et qui peut maintenant être utilisé en perfusion associée à la kétamine dans le cadre d'une opioid free anesthesia. Alors l'association la plus ancienne, c'est l'association kétamine-propofol. Certains appellent ça le kétofol et on le trouve dans des publications extrêmement sérieuses recensées dans les bases de données américaines, donc c'est pas un terme folklorique. Alors il y a une vingtaine d'années, on faisait déjà de l'opioid free anesthesia, mais uniquement avec du kétofol, et à l'époque on utilisait le propofol et la kétamine avec des doses d'induction qui sont celles qu'on utilise lorsqu'ils sont isolés, et en entretien on utilisait de très fortes doses de kétamine associées au propofol, et chacun d'entre les deux produits était utilisé en perfusion à 2,5 mg par kilo et par heure. Alors c'est de l'anesthésie très intéressante qui procure une narcose et une analgésie sans opioïdes. Ce sont des protocoles essentiellement utilisés en période de guerre ou lors des grandes catastrophes. Mais c'est une anesthésie tout à fait utilisable, notamment lorsqu'on n'a pas de gaz à
Vous voyez ici une dizaine de patients qui avaient reçu cette association il y a une vingtaine d'années lorsque j'exerçais en Afrique, et vous voyez qu'on obtenait une pression artérielle systolique qui était en moyenne, vous voyez, de l'ordre de 120 mm de mercure, c'est-à-dire supérieure à ce qu'on observe d'habitude avec les halogénés, une fréquence cardiaque qui était tout à fait acceptable aux alentours de 80 par minute, et surtout une extrêmement bonne stabilité hémodynamique. Il faut savoir que dans ces patients, on avait une gastrectomie, on avait une fracture du fémur, donc évidemment il ne s'agissait pas de la prétendue analgésie de surface, mais bien d'une opioïde-free anesthésia authentique avec une narcose et une analgésie associée. Alors, en ce qui concerne l'association morphinique, bien sûr, c'est l'indication majeure de la kétamine aujourd'hui en tant qu'anti-hyperalgésique. Les anesthésistes sont maintenant désormais très conscients des risques des morphiniques et notamment de cette hyperalgésie induite par les opioïdes qui pourrait entraîner notamment des douleurs chroniques post-opératoires plusieurs mois après l'intervention, et c'est dans ce sens que s'est développé un concept d'analgésie post-opératoire, péropératoire et post-opératoire multimodale, et c'est au sein de cette stratégie que la kétamine a acquis une place ces 20 dernières années. En particulier, pourquoi ces 20 ou 30 dernières années? C'est parce que dans les années 90 est apparu le rémifentanil qui a permis de faire des anesthésies presque purement analgésiques, parce que ce produit, comme vous le savez, a une demi-vie contextuelle extrêmement courte de quelques minutes et donc n'entraîne pas de risque respiratoire résiduel. Donc on s'est mis à en faire des doses extrêmement importantes, il n'y avait pas de risque de surdosage au niveau respiratoire, et c'est quasiment ce produit qui a entraîné un modèle d'hyperalgésie induite par les opioïdes. Alors on s'est rendu compte que cette hyperalgésie induite par les opioïdes, elle venait pas du fait que le rémifentanil était annulé, était éliminé rapidement, mais bien que ça passait par des systèmes dits anti-opioïdes. Alors ils sont divers, hein. Il n'y a pas seulement les récepteurs NMDA, on sait qu'il y a également les récepteurs à la cholécystokinine, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des mécanismes, petit à petit on s'est rendu compte que ça concernait tous les morphiniques, y compris le sufentanil ou la morphine, et on s'est rendu compte que l'association de kétamine avec les opioïdes entraînait une potentialisation de leur effet analgésique et puis surtout une prévention de la tolérance aiguë et de l'hyperalgésie induite par les morphiniques. Alors cette étude qui était dans les années 2005, si je me souviens à peu près, ou 2004, c'est une étude de Bruno Guignard de l'équipe de Marcel Chauvin, qui est extrêmement célèbre et qui est importante parce que, si vous voulez, dans cette étude, Bruno Guignard utilisait un bolus de kétamine de 0,15 mg par kilogramme et qui est devenu un peu le bolus symbolique qu'on voit injecté un peu par tout le monde. Mais ce que tout le monde a oublié, c'est qu'à cette époque-là, eh bien, Bruno Guignard utilisait d'emblée, hein, il y a une quinzaine d'années déjà, eh bien, une perfusion péropératoire de kétamine, qui était une perfusion à l'époque de 2 microgrammes par kilo et par minute. Si vous voulez, ça fait à peu près 10 mg/h. Donc tout le monde a oublié que ces doses anti-hyperalgésiques correspondaient certes à un bolus des 0,15, mais surtout à une perfusion continue. Ce qui fait qu'on voit beaucoup injecter à l'heure actuelle un bolus unique de kétamine, mais on verra que ce bolus ne veut pratiquement rien dire, qui n'a pas tellement d'utilité pour la prévention des douleurs chroniques ou de la douleur post-opératoire, et qu'on ne devrait pas obliger que l'étude Princeps de Bruno Guignard avait déjà introduit l'utilisation de kétamine en perfusion continue. Maintenant, si on utilise des revues générales, on s'aperçoit par exemple qu'en 2010, la collaboration Cochrane avait regardé une espèce de méta-analyse de l'utilisation de la kétamine pour la douleur post-opératoire. Bon, ça ne correspondait pas à des dizaines de milliers de patients, mais il y avait à peu près 2000 patients. Et on s'aperçoit que la kétamine diminuait notamment les nausées, vomissements post-opératoires induites par la morphine, et que la kétamine réduisait la consommation de morphine post-opératoire.
Une autre étude un peu plus récente, qui était une revue générale de la kétamine pour la douleur post-opératoire. Là aussi, vous voyez 2000-2500 patients. Et cette étude avait chiffré l'économie de perfusion d'opioïdes. C'était une économie moyenne avec des régimes qui étaient vraisemblablement utiles, avec des perfusions de kétamine, et puis peut-être des études qui étaient un peu sous-dosées, où on avait moins de diminution de la consommation d'opioïdes. Mais vous voyez qu'en moyenne, la kétamine réduisait de 40% la consommation d'opioïdes, notamment post-opératoire. Encore une méta-analyse de 2018 qui montre des effets bénéfiques de la kétamine sur l'analgésie et sur la consommation de morphine. Donc le point aujourd'hui en 2020, c'est que la kétamine a un effet anti-hyperalgésique, que la kétamine diminue la consommation de morphine post-opératoire et que les anesthésistes sont conscients des dangers de l'utilisation de fortes doses de morphinique et que donc le concept d'analgésie multimodale fait appel maintenant de manière assez large à la kétamine. Alors quelles seraient les nouvelles indications, peut-être les indications futures? Bien, d'une part, la kétamine est utilisée depuis de longues années pour la douleur chronique, mais c'est l'année dernière, ou en 2018, je ne sais plus, qu'a été enfin publié un consensus américain pour la recommandation de l'utilisation pour la douleur chronique. Comme je vous l'ai dit, la kétamine a un effet antidépresseur, et bien de la même manière viennent maintenant de se dessiner son utilisation dans cette indication spécifique qui n'est pas certes une indication d'anesthésiste, mais qui peut complètement compléter les indications, l'intérêt de la kétamine en périopératoire. Dans le cadre de l'analgésie et du combat contre l'opioïde induced hyperalgésie, eh bien, un concept s'est dégagé qui est l'analgésie préventive. On va voir de quoi il s'agit également. Je vous ai dit également qu'on pouvait utiliser la kétamine pour l'opioïde free anesthesia. Et enfin, notamment avec l'épidémie récente de Covid-19, on se rend compte que la kétamine pourrait avoir des indications de sédation en réanimation, avec notamment un effet intéressant au niveau pro-inflammatoire et notamment pour la neurosédation des patients agités. Alors cette étude que nous avions publiée en 2015 dans l'European Journal of Pain montrait l'intérêt de la kétamine chez des patients qui avaient des douleurs chroniques absolument résistantes, réfractaires à tout, qui avaient eu tous les traitements à la fois médicamenteux mais également non médicamenteux, par exemple la TINS. Et chez cette cinquantaine de patients, on s'apercevait que 44% d'entre eux, lorsqu'ils avaient de la kétamine Péros, eh bien la kétamine entraînait de manière durable, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, une sédation de leur douleur qui passait d'une échelle numérique de 8/10 à 2/10 dans la plupart des cas. On s'apercevait que dans 20% des cas, on avait un effet partiellement efficace, c'est-à-dire que pendant le traitement, qui durait en général 4 semaines, ces patients avaient beaucoup moins mal. Malheureusement, lorsqu'on arrêtait le traitement, et on était obligé de l'arrêter à cause des effets chroniques de la kétamine qui peuvent être potentiellement dangereux, on verra lesquels, et bien donc chez 20% de ces patients, donc l'effet analgésique était seulement transitoire. Chez certains patients, on n'avait pas d'effet analgésique, mais on avait quand même une diminution des quantités d'opioïdes administrées. Et finalement, on s'aperçoit que chez 80% des patients, on avait une diminution de l'administration des opioïdes. Et puis finalement, dans un petit peu plus de 20%, 22% des cas, vous voyez, on avait un échec complet de la kétamine chez ces douloureux chroniques, ce qui montre que tous les facteurs de douleur chronique ne passent pas par les canaux NMDA.
Alors une autre légende qui colle à la kétamine comme le LSD, vous savez, il y a un parfum méphitique de la kétamine, ça pousserait les gens au suicide. Eh bien en réalité, lorsqu'on fait la bibliographie kétamine et suicide, c'est exactement tout l'inverse qu'on observe, c'est que dans d'innombrables études, la kétamine a été proposée comme antidépresseur d'action rapide, et en particulier elle casse les idées suicidaires des patients qui vont extrêmement mal et qui ont une dépression réfractaire. L'intérêt de la kétamine, c'est que son effet antidépresseur apparaît en moins d'une heure, vous voyez, en 40 minutes sur cette diapositive, alors que bien sûr pour les antidépresseurs classiques, il faut entre 2 et 3 semaines pour avoir un effet antidépresseur. Donc la dépression réfractaire, il y a deux pistes actuellement, ce sont les sismothérapies ou la kétamine, ou parfois les deux associés. Vous voyez ici une méta-analyse qui montre que la kétamine a des effets antidépresseurs sur de très nombreuses études. On va passer rapidement sur cette diapositive. Enfin, une autre question qui avait été soulevée notamment par la Société française d'anesthésie-réanimation, est-ce que la kétamine est bien indiquée dans le contexte pré-hospitalier, dans le contexte de péritraumatique, notamment lors des accidents de la circulation, où là, vous voyez dans cette diapositive, c'est une étude qu'on avait fait chez presque 300 blessés de guerre, et bien lorsqu'on fait des analyses multivariées, on voit que la kétamine n'est jamais associée à l'état de stress ni post-traumatique chronique, ni à l'état de stress aigu. Donc la kétamine, au contraire, du fait de ses états, de son potentiel antidépresseur, peut être particulièrement indiquée chez ces patients qui ont des douleurs chroniques et parfois des amputations, des handicaps en rapport avec leur traumatisme. Des indications nouvelles sont aussi des voies d'administration nouvelles parce qu'elles commencent à être admises, mais ça fait plusieurs dizaines d'années en fait que les travaux ont été publiés, c'est l'utilisation par la bouche, l'utilisation intranasale. Par la bouche, je viens de vous en parler, c'est l'utilisation dans la douleur chronique. On peut administrer les ampoules de kétamine par la bouche, puisque pour le moment, il n'y a pas encore de formulation qui ait une AMM pour le traitement de la douleur chronique, et on peut l'utiliser en intranasal, notamment, il y a une formulation qui vient d'être développée. Alors pourquoi la kétamine est active par la bouche? Puisque si vous regardez véritablement, on vous dit que si vous prenez de la kétamine par la bouche, en fait pratiquement aucune kétamine n'arrive dans le plasma. Pourquoi? Parce qu'elle est métabolisée extrêmement rapidement en norkétamine. C'est ce que vous voyez là, la courbe bleue c'est la kétamine, donc vous voyez qu'elle diminue extrêmement rapidement, et vous voyez qu'au contraire apparaît dans le plasma de la norkétamine et d'autres métabolites comme la déhydronorkétamine, l'hydroxynorkétamine, etc. ou les hydroxykétamines. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que la concentration de kétamine disparaît dans le sang, vous avez une aire sous la courbe qui apparaît de métabolites. Eh bien, la norkétamine notamment a un effet analgésique qui est du tiers de celui de la kétamine, donc c'est un tiers, c'est pas beaucoup, mais vous voyez que les concentrations de norkétamine sont 3 fois supérieures aux concentrations de kétamine dans le sang. Finalement, quand on la prend par la bouche, la kétamine se comporte comme une prodrogue. C'est en fait un précurseur de la norkétamine, et il se trouve qu'on a un effet par la bouche qui est tout à fait comparable à l'effet qu'on obtiendrait par une administration intraveineuse. Alors tout ça est développé dans 2 conférences de consensus qui ont donc effectivement été publiées en 2018, y compris co-signées par l'ASA, l'American Society of Anesthesiologists. Et vous voyez que ces 2 conférences de consensus traitent de l'administration de la kétamine pour la douleur aiguë, pour la douleur chronique. Alors le véritable enjeu en 2020, c'est évidemment quelque chose qui a été démontré, vous voyez, il y a pratiquement 20 ans, par Mark
l'époque, c'est l'utilisation pour la prévention de la douleur chronique. Alors dans cette étude qui est très intéressante parce que c'est la plus complète, la plus démonstrative à ce jour, il y avait 100 patients qui avaient été dispatchés en 5 groupes différents. Un groupe placebo qui recevait pas de kétamine, un groupe bolus, une administration de la kétamine en bolus et en perfusion, avec un premier groupe qui avait des doses moyennes en intraveineux, 0,25 mg par kilo en péropératoire en bolus et 0,125 en perfusion, par milligramme et kilo et par heure. Un groupe forte dose en intraveineux, et puis 2 groupes faibles et forte dose qui recevaient la kétamine en anesthésie péridurale. Ce qui est intéressant, c'est quand on regardait 2 semaines après l'opération, le groupe qui n'avait pas de douleur chronique, c'est ici les rectangles noirs, c'était le groupe qui avait le moins de douleur chronique, c'est le groupe qui recevait la forte dose en intraveineux. Ensuite, c'était le groupe qui recevait une faible dose en intraveineux, et finalement 2 groupes qui n'étaient pas tellement probants et qui sont absolument contre-indiqués actuellement, c'est ceux qui recevaient la kétamine en péridurale. On ne sait pas pourquoi, mais ça marche mal. Et finalement, donc, le groupe qui avait le moins de douleur chronique, c'était le groupe qui avait les fortes doses en intraveineux, à la fois en bolus et en perfusion. Et lorsqu'on observait à 1 mois ou à 6 mois, on s'apercevait que le groupe qui vraiment n'avait pas de douleur chronique, c'était le groupe qui recevait les plus fortes doses de kétamine en bolus et en perfusion en intraveineux. Alors bon, depuis d'autres études ont été réalisées, ces observations ne sont pas tout à fait toujours répliquées, en particulier même dans le groupe qui reçoit les fortes doses de kétamine. Dans certaines études, on voit quand même un certain nombre de douleurs chroniques, mais dans l'ensemble, on observe qu'il faut quand même des doses, non pas anti-hyperalgésiques, mais des doses analgésiques de kétamine en péropératoire pour espérer obtenir à 6 mois ou 1 an une analgésie dite préventive, c'est-à-dire préventive des douleurs chroniques. À 1 an, c'était la même chose, c'était seulement dans le groupe intraveineux qu'on avait plus de douleurs chroniques. Donc, vous voyez, cette étude qui a quasiment 20 ans, elle a quand même tout démontré, et il faut d'emblée dire que finalement ce sont les doses qui étaient préconisées en 2001 par Marc de Kock qui sont aujourd'hui enfin acceptées par la SPHAR et préconisées par tout le monde pour avoir une analgésie préventive des douleurs chroniques. Malheureusement, il n'y a encore pas beaucoup d'études prospectives dans ce domaine. C'est très difficile d'arriver à suivre les gens pendant 6 mois, 1 an, 2 ans pour savoir s'ils ont des douleurs chroniques. On sait que beaucoup de chirurgies, notamment carcinologiques, thoraciques, intra-abdominales, la chirurgie du sein, éventuellement la chirurgie de la hernie, peut entraîner des douleurs chroniques avec beaucoup de patients touchés. Ça serait au moins 30-40% des patients. Et finalement, dans des études récentes, vous voyez, on a pu agréger 17 études et on arrive difficilement à 2 milliers de patients. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces études montrent qu'à 3 et 6 mois, eh bien, lorsque la kétamine est utilisée en intraveineux, et la plupart du temps à des doses analgésiques, eh bien, on observe moins 30% de douleurs chroniques à 6 mois. Alors c'est quand même quelque chose qui est très important, très intéressant. Il faudra que dans les années qui viennent, ça puisse être confirmé. Toutes les études ne le confirment pas, mais c'est probablement la plus grosse indication de la kétamine en périopératoire, c'est éviter ces douleurs chroniques. Combien de temps? Eh bien, on s'aperçoit que quand on fait un bolus de kétamine, on l'a vu depuis le début, lorsqu'on regarde la concentration plasmatique de kétamine en fonction du temps, vous voyez qu'en 10 minutes, il n'y a pratiquement plus rien, et qu'au bout d'1 heure, on est au-dessous des concentrations analgésiques. C'est la raison pour laquelle il faut probablement administrer la kétamine
en perfusion prolongée. Et une des questions, c'est est-ce qu'on peut l'administrer en PCA? Il y a quelques années, la SFAR disait qu'il ne fallait pas l'administrer en PCA, mais la littérature est en train de revenir sur cette, pareil, ce dogme un petit peu rigide. En particulier, cette étude de Sadek Beloussif, qui est l'étude de Zakin et al., de l'équipe de Sadek Beloussif et Hervé Dupont, qui a été publiée en 2008, montrait que la kétamine utilisée à dose donc analgésique, vous voyez 0,5 mg par kilo en bolus pendant l'anesthésie, puis ensuite 2 gamma kg par minute pendant 48 heures, ça fait à peu près 10 mg/h. Pendant 48 heures, eh bien on s'apercevait que les concentrations de morphine, quand on regarde les trois groupes, vous avez un groupe contrôle qui n'a pas de kétamine, un groupe intra qui n'a la kétamine que pendant la période opératoire, et un groupe en vert qui est le groupe périopératoire qui a la kétamine pendant l'intervention, mais également 48 heures après l'intervention. Vous voyez que la concentration de morphine est diminuée par 2 uniquement dans le groupe où on maintient la perfusion de kétamine en post-opératoire pendant 2 jours. Et puis les EVA étaient vraiment beaucoup plus basses dans le groupe, non seulement dans le groupe intra-opératoire, mais également dans le groupe périopératoire, c'est-à-dire qui poursuivait l'administration de kétamine. À l'heure actuelle, en 2020, très peu d'équipes continuent à perfuser de la kétamine dans les étages en post-opératoire pendant 24 ou 48 heures. C'est probablement dommage, il est probable qu'il y a certainement un intérêt à le faire. Mais il faudra probablement de la formation des infirmières et puis que les mentalités évoluent comme elles ont évolué au cours des 15-20 dernières années vis-à-vis de la... Finalement, une étude en 2018 montrait que la kétamine était probablement la meilleure option pour traiter la douleur chronique en périopératoire. Alors, quelle dose utiliser en préventif? Eh bien, quand on regarde cette célèbre étude qui est l'étude podcast qui avait été publiée dans le Lancet en 2017, cette étude montrait dans 3 groupes qui avaient reçu de la kétamine uniquement en bolus. Il y avait un groupe placebo en bleu, un groupe kétamine en bolus 0,5 mg par kilo en jaune et un bolus 1 mg par kilo en début d'intervention en orange. Eh bien, vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre le groupe placebo et les 2 groupes bolus, alors que ce sont des gros bolus, puisqu'on a dit qu'actuellement les gens ils faisaient entre 0,5 et 0,15 mg kilo. Vous voyez que même un bolus de 1 mg kilo, quand il est administré seul, n'a absolument pas d'effet ni sur le VA, c'est le schéma de gauche, ni sur la consommation de morphine, c'est le schéma de droite. Alors évidemment les gens qui sont contre l'utilisation de kétamine en post-opératoire, ils vous disent, vous voyez la kétamine ça marche pas, ça a été démontré de manière prospective par l'étude podcast, mais l'étude podcast elle montre en fait qu'un bolus unique de kétamine ne marche pas, c'est pas surprenant, on a vu qu'en 10 minutes vous n'avez plus de concentration suffisante pour avoir un effet véritablement analgésique, il faut une perfusion. C'est ce qui est matérialisé sur ce schéma tiré d'une lettre que j'avais écrite en 2019. Et vous voyez qu'en rouge, vous avez le bolus unique de 1 mg par kilo. En une heure, on est au-dessous de 100 nanogrammes par millilitre, donc au-dessous des concentrations analgésiques. Et le seul moyen d'avoir un effet analgésique, c'est d'associer une perfusion de 0,25 mg par kilo et par heure. C'est actuellement ce qui est admis dans les concentrations, les doses préventives de la douleur chronique. Et là, vous avez le schéma qui est actuellement reconnu par tout le monde comme étant un protocole préventif, un bolus de 0,5 mg par kilo, un pouce seringue péropératoire de 0,25 mg par kilo et par heure, et peut-être chez certains malades, une perfusion pendant 24 ou 48 heures de 2 gamma par kilo et par minute. Ça fait à peu près 10 mg/h, ce serait 10 mg/h les 24 premières heures et 5 mg/h les 24 heures suivantes. Voilà un protocole préventif qui permet d'avoir une concentration maintenue aux alentours de 100 nanogrammes par millilitre, c'est-à-dire la plus basse concentration analgésique décrite de la kétamine.
Je vous rappelle que cette étude avait quand même été publiée il y a 15 ans et que c'est seulement aujourd'hui en 2020, 15 ans après, qu'on s'aperçoit que ces doses avaient été démontrées. Il faut savoir qu'en médecine, et en sciences en général, en médecine en particulier, il faut à peu près 15 ans pour que les choses qui sont démontrées dans la littérature arrivent enfin à la pratique clinique. Alors, est-ce qu'on peut mettre de la kétamine dans la PCA? Question qu'on peut poser. Et que ces bolus sont probablement aux alentours de 2 à 3 mg par milligramme de morphine et non pas 1 mg de morphine. 1 mg de kétamine par 1 mg de morphine, ça ne marche pas, il faut probablement faire un petit peu plus. Donc ce serait 2 à 3 mg par milligramme de morphine dans la PCA. Un dernier chapitre qui est vraiment moderne, mais qui reste purement du domaine du pragmatique et encore pas complètement démontré dans la médecine factuelle, c'est l'opioid-free anesthesia. L'opioid-free anesthesia, c'est une analgésie multimodale péropératoire qui utilise plusieurs produits, la kétamine bien sûr, mais également la lidocaïne, les agonistes alpha-2 adrénergiques comme le catapressant, le magnésium en bolus ou en perfusion, et puis les anti-inflammatoires comme la dexaméthasone, mais également les AINS, et pourquoi pas les produits analgésiques habituels comme le paracétamol. Ce concept qui existe depuis plus de 20 ans, mais qui était vraiment mineur, a pris son essor depuis la description de l'épidémie des opioïdes, l'opioïde épidémique, aux États-Unis, notamment à New York, qui a montré que les morphiniques, notamment l'oxycodone, prescrite après les interventions chirurgicales, faisait à terme véritablement des ravages parmi les Américains, et je crois qu'on estime que jusqu'à 800 000 Américains ont pu mourir ces dernières années pour non pas des overdoses dues à l'héroïne, mais pour des overdoses dues à des morphiniques prescrits notamment à l'occasion de douleurs chroniques post-opératoires. Lorsqu'on s'intéresse également aux événements respiratoires critiques qui arrivent dans la période post-opératoire, eh bien on s'aperçoit que, par exemple, dans cette série, vous voyez, où pendant une observation de 6 ans, eh bien, une trentaine de patients ont eu des épisodes critiques respiratoires post-opératoires et que 3 sont morts, et que ça vient quand même de la prescription des opioïdes. Donc, non seulement ces opioïdes pourraient avoir un danger à long terme, leur prescription post-opératoire, mais également dans la période immédiate post-opératoire, on sait que certains terrains, notamment les obèses, les syndromes d'apnée du sommeil, peuvent entraîner des événements critiques et des décès. Bon, là, c'est la surveillance de manière multimodale. On surveille la fréquence respiratoire, la saturation en oxygène, la concentration expirée de CO2, et puis on s'aperçoit que certains patients, là ce sont des patients qui ont des obstructions chroniques, des apnées obstructives du sommeil, et bien vous voyez que ces patients, ils font des apnées en post-opératoire quand on leur a prescrit notamment des morphines. C'est la raison pour laquelle la kétamine est très intéressante chez ce type de patient, et notamment une étude montre que la kétamine est très intéressante chez les patients qui prennent des morphiniques à long terme, et notamment dans cette série, on s'intéresse à l'économie de morphine cumulée dans les 24 heures post-opératoires chez 4 groupes de patients, des patients qui reçoivent du placebo, des patients qui reçoivent de la kétamine, et ces patients sont encore scindés en 2 groupes, des patients qui sont naïfs et des patients qui sont tolérants aux morphiniques. Mais on s'aperçoit que ce sont les patients qui reçoivent des morphiniques au long cours qui reçoivent de la kétamine, qui ont l'économie de morphinique la plus importante en post-opératoire. Alors ça rejoint ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que la kétamine, pour être active, elle doit
pénétrer à l'intérieur du canal NMDA sur le site fin cyclidine, s'y fixer, et pour cela, il faut que le canal soit ouvert. Chez les gens normaux, chez les gens naïfs, on dit donc naïfs, c'est-à-dire qui ne reçoivent pas de morphinique, eh bien ce canal, normalement, il est fermé. Chez un certain nombre de patients, ce sont les douloureux chroniques, et notamment les douloureux chroniques qui reçoivent des morphiniques au long cours, le canal NMDA, il est ouvert justement parce que vous vous souvenez que les morphiniques, ils activent le canal NMDA par l'intermédiaire de la protéine kinase C. Eh bien, vous voyez que ce sont ces patients qui vont bénéficier le plus de l'administration de kétamine en post-opératoire. Ils ont un effet qui est quasiment le double des autres patients des 3 autres groupes. Ça, ce sont des scanners de feuilles d'anesthésie de patients qu'on a fait en opioïde free anesthésia. Donc vous voyez que les patients là, ils ont reçu de la kétamine 0,5 mg par kilo à l'induction de l'anesthésie. Ensuite, là on n'a pas mis de perfusion parce que c'était une intervention courte, une appendicectomie, éventuellement pourquoi pas en médecine ambulatoire, en chirurgie ambulatoire, mais vous voyez qu'on a refait une injection de kétamine toutes les 30 minutes, et puis ils ont eu un pouce seringue de lidocaïne, 2 mg par kilo et par heure, un petit peu de clonidine, et puis bien sûr dexaméthasone, et dès qu'on peut, on leur administre du paracétamol, du tramadol, du dropéridol. Bon, ces patients sont des patients qui n'ont pas eu de morphinique du tout, mais qui, en post-opératoire, n'ont pas eu de demande particulière d'analgésie plus que les autres, et qui ont pu être extubés sur table. Ici, une cholecystectomie sous celluliochirurgie, exactement la même chose. Au passage, vous voyez que c'est un patient qui a eu un pontage coronaire en 2008, donc sous réserve d'administrer des doses de kétamine titrées, de le faire pendant l'anesthésie et non pas en bolus en dehors de toute anesthésie. De la même manière, on a mis de la clonidine, mais s'il y a besoin, on administre une catécholamine pour empêcher une baisse trop importante de la pression de perfusion coronaire. Vous voyez que ça se passe bien, que le patient est extubé sur table, qu'il a une perfusion, une pression artérielle correcte pendant toute l'intervention. Ici, une colectomie sous celluliochirurgie. Ce patient n'avait pas reçu d'anesthésie péridurale. Vous voyez que pendant une chirurgie qui va durer plus de 4 heures, eh bien, il reçoit une association intraveineuse de lidocaïne et de kétamine, mais absolument pas de sulfentanyl. Alors, quel pourrait être le futur de cette molécule? Ce qu'on espère dans le futur, c'est que de nombreuses études pourront s'agréger pour véritablement démontrer que la kétamine a un intérêt indiscutable pour l'analgésie préventive, c'est-à-dire préventive des douleurs chroniques. Il faut également qu'on détermine quelles sont les doses exactes qu'il faut administrer pour avoir cet effet préventif. Si le schéma actuel à 0,5 mg par kilo en bolus, puis ensuite une perfusion de 0,25 mg par kilo et par heure, il faut arriver à démontrer que c'est le bon schéma. Est-ce qu'également il faut administrer de la kétamine à toute petite dose pendant 24 ou 48 heures? On ne le sait pas encore. Voilà ce qu'on peut espérer pour cette molécule. De manière analytique, de nouvelles molécules ont fait leur apparition. La S-kétamine, qui est un petit peu comme l'arlésienne, ça fait 20 ans qu'on attend sa commercialisation, elle a été commercialisée aux États-Unis. De la même manière qu'il existe du rémifentanyl, peut-être un jour se développeront des rémikétamines qui pourraient être administrées au pouce seringue électrique. Et puis, est-ce que c'est utile ou pas? Figurez-vous qu'il existe des antagonistes. Alors la S-kétamine, c'est ce fameux énantiomère qui dévie la lumière à droite. Il a une structure sénestre dans l'espace, la molécule, mais elle dévie la lumière à droite. C'est intéressant parce que c'est véritablement l'énantiomère qui inhibe le canal NMDA, ce qui explique que l'analgésie de la S-kétamine est 2 à 3 fois supérieure à celle du mélange. Puisque vous savez que la kétamine qui est commercialisée en France, qui était commercialisée sous le nom de Kétalar et maintenant le nom générique de kétamine, c'est un mélange des deux énantiomères. C'est un mélange à 50% de R-kétamine et de S-kétamine. La S-kétamine, elle ne supprime pas complètement
les états psychomimétiques, mais en général, les patients ressentent moins d'anxiété, moins d'effets négatifs, sont moins prompts à développer ce qu'on appelle un horror trip, c'est-à-dire le côté le plus négatif de la molécule. Par ailleurs, comme on administre la moitié de la dose de kétamine pour avoir le même effet analgésique ou hypnotique, la cinétique est beaucoup plus favorable. D'autre part, la S-kétamine est mieux métabolisée également par le foie, ce qui fait qu'en général, l'effet secondaire le plus important de la kétamine, qui est la sédation prolongée post-opératoire, est moins importante avec la S-kétamine. Alors cette S-kétamine, elle a été commercialisée aux États-Unis sous la forme d'un médicament qu'on appelle Spravato et qui est en fait qui a une indication uniquement pour le traitement de la dépression, des dépressions résistantes en association notamment aux antidépresseurs classiques. De manière assez amusante, cette publication de 2015 relate la fabrication de 5 composés différents qui ont été testés chez l'animal, qui sont des kétamines, des rémikétamines, c'est-à-dire des kétamines qui ont un effet on-off. Quand vous coupez la perfusion, et au bout de 5 minutes, on n'a plus d'effet. Et puis cette molécule, le calabadion, le calabadion est à la kétamine, ce que le bridion est à certains curares. C'est une molécule circulaire et qui, du fait de ses liaisons, ces doubles liaisons, de ses forces électriques, est capable de chélater la molécule et de la faire disparaître du plasma. Est-ce que ça a un intérêt particulier? On ne le sait pas encore, mais en tout cas ça existe. Alors, en conclusion, quoi dire sur la kétamine? Vous avez compris qu'il y a plusieurs domaines de doses. On peut dire des doses, des fortes doses qu'on utilise lorsqu'on veut induire une narcose, par exemple chez un choqué, où on utilisera plutôt des doses moyennes du type 0,5 à 1 mg par kilo, mais ce sont des doses qui font perdre conscience. Il y a des doses dites subanesthésiques qui sont de l'ordre de 0,25-0,5 mg par kilo en bolus, mais qu'il faut ensuite prendre le relais par une dose au pouce-seringue électrique, on l'a vu. Eh bien, ce sont des doses d'analgésie préventive. Vous avez des doses intermédiaires qui sont par certains appelées doses subanalgésiques, qui sont des très faibles doses, qui sont largement utilisées actuellement, mais qui probablement n'ont pas d'effet préventif de la douleur chronique, qui en revanche ont un intérêt lorsque les canaux NMDA sont complètement ouverts, c'est-à-dire les patients soit addicts aux opioïdes ou alors les patients qui ont des douleurs chroniques. Et puis vous avez des très faibles doses, on ne sait pas si elles ont un intérêt quelconque actuellement. Ce sont des doses qui en elles-mêmes n'ont aucun effet analgésique, dont les effets ne sont pas formellement complètement démontrés chez l'homme, qui sont des doses probablement uniquement anti-hyperalgésiques. Une fois encore, elles ne marcheraient qu'en association au morphinique ou vraiment chez les gens qui ont des douleurs chroniques extrêmement importantes, mais ça reste encore à démontrer. Alors, les indications des fortes doses, c'est l'état de choc, y compris chez le cérébro-lésé, c'est les brûlés, c'est la tamponnade où vraiment la kétamine a un effet très particulier, c'est de pouvoir maintenir une ventilation spontanée et de maintenir la précharge. Ce sont les deux conditions sine qua non pour que le patient survive. C'est l'asthmatique, parce que l'induction par une forte dose de kétamine va avoir un effet bronchodilatateur extrêmement important. Et on l'a vu, ce sont les désincarcérations quand on ne peut pas avoir de voie veineuse ou quand on n'a pas accès aux voies aériennes du patient. Là, on peut utiliser de la kétamine intramusculaire et on peut y compris mener une imputation de désincarcération. Alors les doses, si vous voulez, c'est 0,5 à 2 mg kg pour l'induction. Chez la femme enceinte ou le choc, il ne faut pas dépasser 1 mg par kilo, sinon on a des effets trop importants. On a un collapsus en cas d'état de choc, ou alors on a un effet délétère pour le fœtus chez la femme enceinte parce que la kétamine a un effet ocytocique. Au contraire, chez l'enfant de 4 ans, il faut, à partir de 4 ans, il faut probablement augmenter les doses d'induction. En intramusculaire, c'est évidemment rarement utilisé, mais ça peut être utilisé lorsqu'on n'a pas de voie veineuse, chez les brûlés, on l'a vu pour l'incarcération.
Dans certains cas d'agitation où on n'arrive pas à poser de voie veineuse, c'est 7 à 8, voire 10 mg par kilo. En intrarectal, anecdotique, mais chez l'enfant ça peut être utilisé, 8 à 10 mg par kilo. Et puis maintenant en péros ou intranasal, en général les doses sont de l'ordre de 0,5 mg par kilogramme et le délai d'action est 10 minutes, avec notamment lorsqu'on veut avoir un effet analgésique, une diminution par 2 des échelles numériques de douleur. Alors finalement, la vraie question qu'il faut se poser, c'est pas faut-il de la kétamine pour tout le monde, mais lorsque vous faites de la kétamine, la question c'est dans quel but? Si on veut diminuer la douleur à l'injection du propofol, la kétamine doit évidemment être injectée avant le propofol. Mais dans ce cas-là, comme la kétamine est injectée avant le propofol, elle peut avoir des effets psychomimétiques importants. C'est la raison pour laquelle, comme il faut injecter des doses assez importantes, 0,4 à 0,5 mg kg, le mieux est d'injecter le propofol dans les 15 secondes qui suivent l'injection de kétamine. Donc, si on utilise ces doses-là, on n'a pas de douleur à l'injection de propofol et on n'a pas d'effet dissociatif. Par ailleurs, chez les patients déprimés ou dépressifs, notamment pour des contextes de traumatologie, de handicap, de dépression dans le cadre d'une douleur chronique, d'un cancer, eh bien la kétamine peut avoir des effets bénéfiques en post-opératoire, notamment chez la douleur, par ses effets antidépresseurs. Également, il faudra administrer 0,4 à 0,5 mg par kilo minimum. Lorsqu'on est dans le cadre de l'analgésie préventive, en particulier également dans le cadre de l'opioïde free anesthesia, et toutes les fois où on veut se passer de morphinique, c'est le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, les adductions aux opioïdes, les patients douloureux chroniques, on est dans un cadre où on veut des doses moyennes de kétamine pour éviter d'avoir recours aux opioïdes sur le long terme. Et bien là, le schéma actuellement est celui qui est préconisé maintenant par la SFAR, qui a été démontré il y a 15 ou 20 ans et qui est accepté pratiquement par tout le monde. C'est un bolus de 0,5 mg par kilogramme, suivi d'une perfusion péropératoire d'un quart de milligramme par kilogramme et par heure. Alors le bolus, il peut être fait avant l'injection de propofol pour diminuer la douleur au propofol. Il peut aussi être fait après l'incision si on préfère le faire comme ça. En effet, on a montré que la kétamine, pour être active, il faut que le canal NMDA soit ouvert. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'effet préemptif. Que vous la fassiez avant ou après l'incision, l'effet sera le même. Parce que si vous la faites avant l'incision, la plupart du temps, la kétamine n'aura pas accès au canal NMDA, il n'y aura pas d'effet supplémentaire par rapport à la faire après l'incision. Donc, bolus et perfusion, c'est quand on veut, mais c'est en péropératoire. En sédation, le point important, c'est qu'on ne veut pas d'effets respiratoires des sédatifs habituels. Et là, ce qui est important, c'est de ne pas avoir d'effet psychomimétique de la kétamine. Donc, c'est la titration par de très faibles bolus. En bolus, c'est 2,5 à 5 mg par bolus. Et on s'arrangera pour essayer de ne pas dépasser une dose totale de 0,5 mg par kilogramme pour que le patient, enfin, qu'on ne perde pas le contact avec le patient. Et enfin, une indication qui commence à se dégager, on a vu pour laquelle on a maintenant un consensus américain qui date de 2 ans, c'est la douleur réfractaire en salle de surveillance post-interventionnelle. C'est le malade qui a reçu 10-15 mg de morphine et qu'on n'arrive pas à calmer. Alors là, il est licite éventuellement d'utiliser des doses de 10 à 15 mg. D'habitude, ce qu'on fait, c'est une perfusion qui va durer 10 à 15 minutes, c'est-à-dire 1 mg par minute. Et là encore, on essaiera de rester dans des doses du range de 0,5 mg par kilogramme pour pas que le patient se retrouve avec à nouveau une anesthésie générale. Si vous voulez avoir des précisions, vous pouvez télécharger notamment l'article que j'avais réalisé pour l'ASFAR en 2015 qui dit à peu près tout ce qu'il faut savoir sur la kétamine actuellement. Vous pouvez la voir dans mes travaux dans la rubrique kétamine en cherchant l'année 2015. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez un logiciel qui est téléchargeable sur mon site georgesmion.com qui s'appelle Capetiva, c'est kétamine propofol Total Intravenous Anesthesia. C'est un logiciel qui vous permet dans Excel de modéliser les concentrations anesthésiques des produits
à la fois